Retraite, ancien commandant de la compagnie de gendarmerie de Kolda. Remue-ménage ce dimanche, Mohamed. Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi la radio Futur Média Remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Nos 12 invités ont fini de nous rejoindre dans ce studio et en direct, il s'agit du professeur Abderrahmane Gaïndé. Il est universitaire, historien de formation, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. Invité de RFM pour mieux comprendre le conflit, l'attente de Médina Gounass. Vous avez séjourné dans la zone, c'est un de vos terrains d'études. Vous connaissez très bien ce conflit entre Peul et Toucouleur. Dans cette zone, pour y avoir consacré une partie de vos recherches. Dans ce studio aussi, le colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoum Fati, connu du grand public ici, RFM. Vous êtes témoin, acteur de l'histoire. Vous avez commandé la compagnie de gendarmerie de Kolda qui polarise Médina Gounass. Vous y êtes intervenu à plusieurs reprises. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Vous aussi, rapprochez-vous du micro, oui. Vous êtes intervenu dans cette zone-là. Avant d'aller loin au cours de ces débats, j'aimerais rappeler, vu la sensibilité de la question, qui a une fibre communautaire, vous l'imaginez, de s'abstenir évidemment de tout ce qui pourrait raviver l'attention inutilement, davantage les lignes de fracture et de privilégier surtout les solutions. Notre mission et notre responsabilité étant de veiller à ce que nous restions une nation avant tout, la paix avant tout. Alors, professeur, je me tourne du côté d'abord de Sankoum Fati. Avant de vous poser la question, j'aimerais peut-être rappeler le contexte de cette crise qui ne date pas d'aujourd'hui, mais ce lundi 17, juste après la prière de Tabaski, 17 juin bien sûr, aux environs de 11 heures, des incidents qui ont éclaté entre les fidèles de Thierno Amadou Tidiane-Ba, le khalife de Médina Gounass, et ceux de Thierno Mounirou Baldi, khalife de Médina Ouda, l'autre nom de Médina Gounass. Il faut dire que cette cohabitation entre les deux communautés qui peuplent Médina Gounass a toujours été difficile et comme les faits l'ont démontré ce lundi, donc il y a eu un scénario identique en 2007, peut-être dans les années 90 aussi. Lundi, c'est le caillassage du cortège de Thierno Amadou Tidiane-Ba qui a mis le feu aux poudres. Alors, colonel Sankoum Fati, j'aimerais vous entendre. Il y a eu un calme plat. Il y a eu des arrestations qui ont été notées. Le ministre de l'Intérieur s'y est rendu. Lorsqu'on parle de calme précaire, vous êtes intervenu dans la zone. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Bon, mais merci Alinouba encore pour cette invitation et je voudrais saluer l'ensemble des auditrices et auditeurs là, de la RFM. En commençant par la communauté sédioise qui m'écoute et voilà, et saluer le professeur qui vraiment Gaïndé, c'est un honneur pour moi d'échanger avec lui et d'apprendre beaucoup puisque sur ce plan, parce que c'est le gendarme, c'est le juriste également, mais un acteur de la société civile. Donc, comme vous l'avez bien dit, effectivement, bon, calme, le calme est revenu parce que les autorités en charge de la sécurité, les autorités administratives, avec disons leur bras, pas le bras armé, en tout cas leurs bras actifs, qui sont la gendarmerie parce que c'est une zone de gendarmerie. Le gouverneur de région, voilà, le gouverneur de région, le préfet, le sous-préfet de Bonkoto. Donc tous se sont impliqués pour ramener le calme. Et jusqu'à présent, la gendarmerie est sur place, notamment les éléments des escadrons de sécurité d'intervention. Entre parenthèses, il faut dire par là et rectifier certains des médias qui ont titré l'armée est en route. Non, c'est pas l'armée, c'est la gendarmerie. Non, c'est la gendarmerie. On est en maintien de l'ordre. Donc c'est bien l'armée, c'est bien la gendarmerie et la police qui sont les spécialistes. Voilà, notamment l'escadron de surveillance d'intervention qui était basé à Velengara, qui est intervenu. Donc, et qui est encore là-bas. Donc, ces démarches qui sont en train d'être faites, notamment l'acte posé par le ministre de l'Intérieur, je le salue au passage, et c'est un des aspects qui va amener la paix.
effectivement. Expliquez-nous, on aimerait comprendre, on parle de Dakar, c'est un peu loin pour celui qui ne connaît pas la zone. Lorsqu'on vous dit, vous avez pour mission de rétablir l'ordre, il y a des difficultés à Médina Gounass, c'est quoi le travail lorsque vous arrivez? Bon, mais le travail, c'est d'abord, disons, connaître la zone, parce que le maintien de l'ordre commence, disons, par disons la connaissance la spécificité de la zone. C'est bien connaître leur histoire, la sociologie du terrain, pour pouvoir vraiment bien négocier disons les approches sécuritaires. Donc lorsque vous arrivez, c'est la négociation d'abord. Non. Mais quand il y a conflit, quand les gens s'empoignent, quand il y a des coups de poing, quand il y a des... C'est vrai, il y a également le cousinage, il y a l'autre aspect, à part la religion, il y a le cousinage entre le mandingue que je suis et justement ces populations poulares. Vous savez, et ça, ça va être un des facteurs, puisqu'on va parler, on va y arriver sur la parler de solutions. Il y a, disons, ces trois facteurs qui existent, qu'il faut raviver pour ramener la paix. Donc, effectivement, c'est le dialogue, c'est le contact, c'est montrer qu'on est à leur service. Les forces de défense et de sécurité sont à leur service. Et lorsque vous arrivez, vous mettez des checkpoints, vous demandez aux populations de rentrer chez elles. Comment ça se passe? Oui, non, effectivement. Bon, d'abord, c'est ça. Montrer notre présence d'ici à Asie, mais également, parce que vous l'avez entendu, on a continué à c'est passé des choses. Disons, il y a eu un mort, au niveau, et beaucoup de blessés aussi. Dans en tout cas, des actes de violence. Et par conséquent, une enquête, les enquêtes vont être menées parce que avant l'arrivée des éléments d'intervention, il y avait, disons, la gendarmerie territoriale. Donc, celles-ci qui ont en charge justement les différentes polices judiciaires, administratives et militaires. Donc, c'est pourquoi certains ont montré les premières images, ils ont dit les gendarmes étaient diminués. En fait, c'était les éléments de police judiciaire qui sont donc la brigade qui est compétente. Il y a une brigade qui était là avant l'arrivée justement des éléments d'intervention. De combien d'éléments là-bas? Bon, mais l'effectif importe très peu, c'est l'efficacité. Parce que qui compte, c'est l'efficacité. Donc la brigade est intervenue dans un premier temps parce que il y avait également des éléments un peu de renfort qui étaient là. Parce que bon, quand on connaît bien Médina Gounass, on a pris des mesures préventives. Donc il y avait un élément déjà d'intervention de SI qui était là-bas, un peu en renfort aux unités territoriales. Et c'est ce qui a fait limiter un peu disons les dégâts sur le terrain. Alors donc je me tourne du côté du professeur Abderrahmane Ngaïndé. J'aimerais vous entendre sur la genèse de ce conflit qui date de très longtemps. Nous savons que l'historien que vous êtes, vous aimez remonter le temps long pour mieux comprendre les choses. Hein? Mais ici, je vous demanderai, si vous êtes d'accord bien sûr, de résumer la cause de la crise, on dira communautaire. Comment Peul et Toucouleur en sont venus? Comment Peul et Toucouleur qui ont vécu au début dans la paix ont fini par se détester? Aidez-nous à comprendre en veillant à faire attention aux susceptibilités. Bon, merci beaucoup de me permettre de donner un avis. Et je crois que ce que vous avez dit au départ, que c'est un conflit extrêmement difficile, d'autant plus que moi-même, qui suis allé là-bas sur le terrain il y a une vingtaine d'années, je m'en suis rendu compte très tôt que c'est un conflit extrêmement difficile, complexe à appréhender. Et c'est pourquoi justement j'attire l'attention en tant que chercheur qu'il faut qu'on sache comment user des mots pour qualifier nos situations personnelles. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de dire que c'est un conflit ethnique, c'est un conflit entre Halpulaar et Peul. D'autant plus que l'ethnicité, dans nos acceptions, nous, en tant que chercheurs, c'est des concepts extrêmement difficiles, chargés, et que nous-mêmes, personnellement, nous-mêmes, en tant que nous-mêmes,
nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la grille de lecture qui nous est imposée de l'autre côté. Nous ne pouvons pas tomber... c'est pas un conflit ethnique. Enfin, dans le texte que j'ai écrit il y a 20 ans, je récuse l'idée de conflit ethnique. D'autant plus qu'on ne peut pas mettre une frontière nette entre les deux communautés. Je préfère le terme de communauté en attendant, qui me semble répondre aux critères de la science que je veux, moi, personnellement, véhiculer. Ce conflit, il date de très très longtemps. Et je crois qu'il faut... On peut le situer à quelle année exactement? Ça fait peut-être une quarantaine d'années que nous vivons cela, depuis 1978 pratiquement. Oui. Et je peux même remonter un peu loin, tout en ne privilégiant pas, comme vous me l'aviez dit, le temps long historique. Moi, je privilégie la durée historique, une période bien déterminée. Puisque je peux dater le conflit de l'éclatement de Médine El Hadj, qui a été le village phare vers lequel Al-Hadji Mama Saïdou était dirigé. C'était dirigé pour rejoindre Al-Hadji Ali Cham, fondateur de Médine El Hadj en 1918, dans le Kamako, un village qui se situe à 25 km de Kolda. J'ai fait énormément d'enquêtes dans ce village pour mieux comprendre l'origine et les racines de ce problème qui est là, en latence et qui se réveille à tout moment. Et il faut rappeler qu'Al-Hadji Mama Saïdou est venu rejoindre Al-Hadji Ali en 1927 dans son village. Et dans ma thèse, la troisième partie de ma thèse, traite de cette question-là. Elle a été soutenue en 1998. Elle est là, disponible sur le marché sénégalais. Il faut que, entre parenthèses, que nous, chercheurs, que les gens prêtent attention à ce que nous faisons. Moi, j'ai écrit il y a 20 ans sur cette question. Un article sur le dental de Médina Gounass. Sur le dental de Médina Gounass. Les marabouts face à la modernité, le dental de Médina Gounass à l'épreuve, qui est sorti dans un ouvrage... Le Sénégal contemporain. Le Sénégal contemporain, que je conseille à tout le monde, puisque c'est un livre qui revient sur les problématiques qui étaient là au Sénégal. De toutes les façons, il faut comprendre qu'après la disparition de Al-Hadji Ali Cham, et que Al-Hadji Mama Saïdou était devenu un élément extrêmement important de la communauté à Médina El Hadj même, puisque Al-Hadji Ali Cham lui avait presque délégué une grande partie des activités spirituelles. Après la disparition, c'est lui-même qui a prié, qui a fait la prière du mort, et qui a déclaré aux talibés présents qu'Al-Hadji Ali Cham lui avait demandé de diriger désormais, après sa disparition, de diriger la communauté. Ce que beaucoup de talibés n'ont pas accepté. Et il y a eu des conflits en 1936 même, qui peuvent nous rappeler ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, je crois que si on veut comprendre réellement ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne sur cette histoire, comment Al-Hadji Mama Saïdou est arrivé à Médina El Hadj, comment il a migré vers Gounassiel jusqu'à créer Médina Gounass, et avec qui il était parti. C'est pourquoi il faut faire attention, puisque en allant créer le village de Médina Gounass, Rapprochez-vous un peu de Al-Hadji Mama Saïdou est parti avec des talibés gabounkés, ceux qu'on appelle les gabounkés, les Peuls gabounkés. Et il paraît même, c'est ce que j'ai écrit dans ma thèse, sur la base de mes informateurs, qu'il est parti même avec l'une des épouses d'Al-Hadji Ali Cham et deux de ses enfants que j'ai rencontrés personnellement et qui furent les imams de la mosquée centrale de Médina Gounass. Et il faut rappeler qu'Al-Hadji Ali Cham, sa maman est Peul Gabunké, mais son père est originaire du Fouta, et dirait-on, on dit d'ailleurs qu'il est peut-être un ancien djihadiste de la Joumar qui est rentré au Fouta et qui est passé donc en Guinée-Bissau où il s'est marié avec une Gabunké. Bref, en 1978, avec la décentralisation, il y a eu un épisode, je pense, important qu'il faut rappeler et pour lequel je n'ai pas assez d'informations, je n'ai pas pu
creusé davantage au moment où j'étais sur le terrain, parce qu'apparemment, Aladji Mama Seydou avait demandé à ce qu'on vote pour Abdoulaye Wade. Et il ne faut pas oublier que le président Abdoulaye Wade, ses premiers militants les plus puissants étaient les gens de Kolda. Et donc, il a réussi même à gagner cette communauté rurale. Mais il faut noter que avec les retraités foutanké qui rejoignaient donc Médina Gounass, ils ont eu un poids extrêmement important. Un poids démographique. Un poids démographique extrêmement important. Au point que ils ont choisi comme président de communauté rurale un Halpulaar. Pour moi, il y a quelque chose qui a été vicié. Puisque en fondant le village, Aladji Mama Seydou a bien dit que le pouvoir spirituel lui appartient, mais le pouvoir temporel appartient aux Gabunké. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez dit au début Médinatul Houda, Médina Gounass. Et effectivement, les Peuls Gabunké appellent Médina Gounass Médinatul Houda. Et les Halpulaar appellent Médina Gounass Médina Gounass. Déjà, vous voyez là qu'il y a un problème d'appropriation. Ce n'est pas ethnique, ce n'est pas religieux, c'est une appropriation, une propriété, un droit de propriété. D'ailleurs, en 1996, quand je faisais mes enquêtes de terrain, j'ai fait le tour de tout le village pour regarder toutes les inscriptions enfantines qui sont sur les murs. Et j'ai constaté que toutes les maisons des Peuls Gabunké, il était écrit devant Médinatul Houda, Tchali le Lumfo Kokanyum Houda. Médinatul Houda, Kouko Bagn, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, le traduire en Très bien. Bref, nous sommes en face d'une situation qui mérite une mobilisation globale, générale du pays. Puisqu'il ne s'agit pas d'un conflit lointain, mais... Non, c'est un conflit à l'intérieur du Sénégal concernant des Sénégalais entre eux-mêmes. Il y a beaucoup de ramifications. Et puis, il ne faut pas oublier que Médina Gounass polarise la sous-région. Absolument, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Guinée, c'est la Gambie. Et je peux même aller plus loin, jusqu'en Mauritanie, puisqu'ils ont des talibés de l'autre côté, pour voir tout simplement que le sentiment qui peut apparaître à l'intérieur de ce conflit peut s'étendre dans ces territoires. Alors donc, je vais revenir à vous tout à l'heure. Colonel Sankoum Fatou et Fati, on sait que ce n'est pas la première fois qu'il y a quand même ces batailles ranchées entre les deux communautés. Généralement, lorsque ça arrive, est-ce que l'État fait le travail correctement? Est-ce que les enquêtes sont menées, diligentées comme il faut? Est-ce que vous sentez que la justice passe? Oui, bon, mais je voudrais d'abord rebondir sur, disons, les explications pertinentes du professeur Gaïdé, quand il a commencé par dire que ce n'est pas un conflit ethnique. Et ça, c'est la vérité. Et peut-être le qualificatif qui n'est pas, mais il ne faut pas se cacher, peut-être ça c'est donner un ralent ethnique, mais ce n'est pas un conflit ethnique en soi. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, la gendarmerie, notre approche est d'abord sociologique, et il faut d'abord dire, les militaires ont dit, bon, quand il y a quelque chose, quand, où, quand, comment, les trois questions. Le où là, parce que là, c'est fondamental. Je parle, ce que je vais développer ici, c'est dans le sillage du professeur, disons, c'est l'environnement fondateur au départ. Parce que comme ça, c'est vrai qu'il faut comprendre cette évolution. D'abord, où? Dans cet espace, c'est l'ancien royaume du Gabon. Comme vous savez, qui s'étendait, bon, disons, sous le sud, disons, la frontière. Au nord, c'est le fleuve Gambie, jusqu'un peu à l'est.
et ça va jusqu'à moins de Casamance pour descendre sur la Guinée-Bissau. Donc, c'est, disons, avec vers 1845, parce que c'est cette population qu'il y a eu, disons, une révolte un peu avec Moussa Molo, avant lui Alpha Molo, avec cette révolution que nous connaissions, prendre l'indépendance un peu avec le Gabou. Donc, on est dans cet espace. Alors, l'autre question, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui guide les anciens, disons, guides religieux. Parce que la pratique est que la plupart, vous devez le comprendre, que souvent on dit c'est Dieu qui leur indique là où ils doivent s'installer. C'est le cas des grands érudits musulmans. Malik Sy n'est pas né à Thiès. C'est comme Cheikh Amadou Bamba n'est pas né à... Donc nos grands érudits, c'est comme ça qu'ils vont vers les lieux indiqués, en tout cas, disons, de façon mystique. Et c'est ça qui a motivé justement, qui motive seulement ces déplacements. Maintenant, il y a l'autre valeur fondamentale de départ, c'est l'accueil. Parce que les populations trouvées sur place, donc les populations, disons, Peul du Gabouké, c'est d'abord disons, la communauté linguistique. Donc, c'est les valeurs linguistiques. Et deuxièmement, c'est l'aspect religieux. C'est des co-religionnaires. Et la pratique, disons, la tradition, en ce moment, c'est que quand l'autre arrive, c'est, comme vous venez de le dire, on lui fait ce qu'on appelle le bougna. Le bougna, c'est des fois que tchèr. Donc c'est pourquoi il y a disons, cette séparation, disons, ce partage du pouvoir religieux. Et ça se passe un peu partout d'ailleurs dans le Gabou, dans beaucoup de contrées. Le marabout vient, même si vous trouvez un marabout là-bas, sur place, on vous concède, disons, cette leadership religieux, mais tout en conservant justement disons, le pouvoir temporel. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je crois que quand je dis, quand on doit rechercher les solutions, c'est à partir de ces valeurs fondatrices. Donc, la communauté, disons, linguistique, ethnoculturelle, le facteur social, disons, culturel, et ensuite ce facteur religieux, qui les rassemble. Donc, le conflit est né justement de la gestion, disons, politico-administrative de Médina Gounass. Comme il l'a dit, c'est quand on a créé effectivement, disons, la communauté rurale, il fallait effectivement, avec ce bouleversement démographique, donc, voilà, maintenant, il y a eu un peu une petite rupture, comme j'ai dit, rupture avec, disons, ce modus vivendi de départ entre le partage, entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, donc l'administration de la cité. Et c'est ce qui, je crois que c'est ça qui a été à l'origine de cela. Bon, maintenant, pour répondre directement à votre question, c'est que c'est d'abord, j'ai dit, l'attitude de l'État. Quand je dis l'État, je parle également des autorités administratives, des autorités politiques. Mais les autorités judiciaires, là, il n'y a absolument aucun problème. Parce que quand quelque chose se passe, immédiatement, ce sont les enquêtes qui vont déclencher. Est-ce que les auteurs de violence ont été souvent arrêtés et ensuite remis à la justice? Absolument, à la justice. Depuis toujours. Depuis toujours, voilà, ça a été fait. Ça a été fait et ça a continué à être fait. Maintenant, c'est au niveau de l'attitude du pouvoir politique et du pouvoir administratif, des autres administratifs, c'est là où se trouve, disons, le problème. Et la solution s'y trouve. Et c'est pourquoi je salue
Je salue vraiment l'acte posé par le ministre de l'Intérieur, je salue au passage. Jean-Baptiste Tine qui s'y est rendu. Allez rendre visite aux deux communautés. Aux deux responsables. Et ça, j'ai dit, c'est une rupture positive par rapport à tout ce qui ne se faisait pas. Et là, je crois que c'est l'élément, disons, un des éléments de la solution. Le traitement, vraiment, la considération avec l'ensemble des deux communautés. Ensuite, maintenant, l'implication du religieux. Le religieux qui est vraiment fondamental parce que ils sont de la même religion, ils sont même de même tariqa. Tijan, ils sont tous des Tijans. Donc, par conséquent, c'est pourquoi également je salue l'intervention du CURIS qui a fait un communiqué. Même le calife de la communauté, ouais. Je crois que ce sont des leviers sur lesquels on va continuer à en discuter, mais qui sont des leviers fondamentaux pour pouvoir régler justement le calife, la communauté omarienne. Ouais. Alors donc, Abdourahmane Gaïdé, les crises, hein, on dira, c'est récurrent à Médina Gounass, les affrontements. Est-ce que vous avez cherché à cartographier le type de conflit pour nous dire réellement ce qui généralement crée ces difficultés? Est-ce que vous savez un peu les sources du conflit? Qu'est-ce qui crée souvent ces oppositions à Médina Gounass? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le conflit, il est lié à une gestion, à une appropriation du village en tant que tel. Et il y a d'autres phénomènes qui sont à l'intérieur. Puisque moi, quand je suis arrivé en 96, pour mes enquêtes, j'étais plutôt frappé par la profondeur de la déchirure qui se décline du tissu social, de la déchirure entre les deux communautés, puisque il faut voir que à un moment donné, les gens ne commercent plus ensemble. On ne fréquente plus le commerçant Alpulaar et le commerçant Peul n'est pas fréquenté par les autres. Ah oui, moi-même qui me suis réveillé un matin, ne sachant pas ce qui se passait, je suis parti acheter du pain. Mais à mon retour, comme j'habitais chez l'un des talibés du calife à Alpulaar, il m'a demandé où est-ce que vous avez acheté votre pain. Je dis, le monsieur qui est là, qui vend le pain à côté. Qui est à côté. Il me dit, vous avez commis une faute très grave, puisque nous ne devons pas acheter ce qu'ils vendent. Mais tout cela, ce n'est pas lié à un rejet entre eux. Quand j'ai fait mes enquêtes, j'ai trouvé qu'il y avait un four électrique dans la ville et qui appartenait à quelqu'un qui était bien placé. Donc, il y a une concurrence économique et une concurrence d'appartenance qui doit nous poser nous-mêmes des questions. Et souvent... La problématique est économique aussi. Elle est purement économique. Il y a l'économie et il y a... la gestion de l'espace. Si c'était l'islam en tant que tel, mais si l'islam n'arrive pas à régler ce problème, et le jour béni de Tabaski, les gens se battent, c'est que l'islam a disparu. L'islam est suspendu. Donc ce qui est là, c'est autre chose. Le colonel vient de rappeler tout à l'heure qu'ils sont tous de la même tariqa. Ils sont tous musulmans. Mais à quel moment, justement, l'islam qui devait être le ciment reflue? Puisque en réalité, en fondant la Médina Gounass, l'élément fondamental qui fait rallier les talibés, c'est la pratique de l'islam. C'est la pratique du respect, c'est la pratique aussi de la solidarité. Tous les éléments qui peuvent renforcer justement les unités qui semblent se disperser. Le lien matrimonial. Bon, là aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter et voir exactement quelles sont les limites qui font que l'intégration des deux communautés n'a pas pris cette mayonnaise que nous cherchons, qu'ils cherchaient. Et je ne peux pas ne pas le rappeler. En juillet 2019, j'ai eu la chance d'aller à Médina Gounass sur invitation de l'ancien de feu Ahmad Tijan Baldé, qui était patron de la communauté Gabunké, qui m'a invité chez lui toute une journée. Nous avons beaucoup discuté d'ailleurs de la question.
Et la question principale que je lui avais posée en partant, Thierno, je vous demande, est-ce que vous souhaitez que la génération qui vient hérite de vos propres problèmes, vous? Et il m'a répondu quelque chose d'extrêmement important. Il n'est plus là, parmi nous. Il me dit, mon souhait le plus absolu, qu'avant ma mort, que je puisse régler ce problème. Mais ce problème ne peut pas se régler du jour au lendemain. Alors donc, je vous pose justement, pourquoi selon vous, ce conflit continue à traîner? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Les autorités qui sont succédées à la tête de ce pays n'ont pas fait un cas important, ou alors c'est parce que c'est complexe? C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à traîner ce conflit depuis Je ne pense pas que les années 70. Que les autorités qui se sont succédées et celles qui sont aujourd'hui là manquent de volonté. Mais nous avons dit tout à l'heure qu'il faut toucher la chose avec beaucoup d'attention. Et puis, il ne faut pas qu'on se cache le voile. De plus en plus, vous entendez Ahmed Tidiane Ba, Khalif de Médina Gounass. Et vous entendez Ahmed Tidiane, le Mounirou Baldé, oui. Khalif du Fouladou. Déplacement. Khalif du Fouladou. Déplacement. Non, c'est une généralisation. Déplacement. Vous voyez, on va plus loin là. Il y a une grande nuance. Elle n'est plus sémantique, elle est réelle, parce que c'est une affirmation d'existence en tant que, couvrant un ensemble qui dépasse maintenant Médina Gounass. Absolument. Attention, ça c'est extrêmement important, cette dimension nouvelle qui ressemble à une forme d'indépendance religieuse à l'intérieur même de la communauté, peut poser problème. Et moi je constate, je suis presque de la région. Mes enfants sont de la région, puisque mon épouse est de Kolda. C'est une mandingue de Kolda. C'est la nièce du colonel, certainement. Je suis ça de manière sérieuse. Je ne le suis pas puisque je suis Alpulaar ou que mes enfants sont originaires de Kolda. Je le suis puisque je suis un chercheur. Et je travaille sur les conflits depuis le DA. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre exactement quel est le rôle joué par les autres composantes de la région en tant que tels, les intellectuels, les autres, tout le monde de la région, quel est leur rôle dans la perpétuation de la chose et dans la naissance d'un nouvel imaginaire basé sur il nous faut un khalife. Vous voulez nous dire là que le conflit est en train de prendre une nouvelle dimension? Non, ça a pris une dimension. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui n'allaient plus au Dakar. J'en ai rencontré qui sont décédés maintenant. Quand je les enquêtais en 2011, je suis reparti en 2011 faire des enquêtes pour analyser les résultats des élections de 2000. C'était pour comprendre. Et j'ai dirigé des mémoires sur l'influence des hommes politiques sur le conflit de Médina Gounass. Les mémoires sont accessibles au département d'histoire. Depuis 20 ans, je n'enseigne que ça. Absolument. Un master, je n'enseigne que ça. J'enseigne un master exactement ce qui se passe à Médina Gounass. Donc je pense qu'il y a une dimension régionale, affirmée. Je m'excuse, c'est pas une accusation, c'est une analyse affirmée de la communauté Peul qui apparaît comme quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est une forme d'indépendance qui est même liée à l'éclatement de Médina El Hadj, parce que Aladji Mama Seydou, quand il a voulu reprendre la communauté à Médina El Hadj, les talibés se sont opposés. Ils lui ont dit que ce n'était pas possible qu'il hérite d'Aladji Ali alors qu'il y a ces talibés qui sont là. Donc il y a quelque chose qui est là, qui s'impose à nous, mais il faut que nous soyons très soft pour qu'on puisse comprendre comment relier tout cela. Il ne faut pas qu'il y ait un détachement imaginaire entre les deux communautés qui sont dans le même espace. Ce n'est pas possible. On ne peut pas renvoyer qui que ce soit là-bas. Et la proximité des deux mosquées pose un grand problème. Et la dernière fois, en juillet 2019, il y avait un problème de cimetière qui se posait.
Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas détailler là. Ce n'est pas le moment de détailler. Parlons de généralité. Je suis obligé, en tant que chercheur et travaillant sur la région, de restituer quelques éléments que j'ai vécus. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne ça très au sérieux, que la contribution aussi des intellectuels de la région et des grands messieurs de la région qui doivent s'asseoir pour réfléchir sur la région en tant que telle. Avec, bien sûr, l'appui indéfectible des autorités sénégalaises. Alors, parce que c'est important que les gens s'assiedent ensemble pour qu'on détermine quelles sont les positions de chacun. Parce qu'il faut se dire la vérité. J'ai l'habitude de dire que nous, les intellectuels, c'est nous qui créons en réalité les plus grands problèmes dans nos sociétés. Parce que nous ne sommes pas clairs, souvent, dans nos appuis et dans nos... c'est-à-dire il faut qu'on se détache de nos communautés pour qu'on puisse vraiment bien les critiquer. Si on est impliqué directement dans les sentiments de nos communautés, mais on ne sert absolument à rien à nos sociétés. Absolument. On n'a pas ce recul nécessaire et cette lecture détachée. Mais ça va nous créer encore des problèmes. Alors, colonel Sankoum Fati, on va revenir tout à l'heure à vous, professeur, sur les sorties de crise. Le présumé auteur du tyran mortel qui a donc fauché un individu là-bas a été arrêté. L'enquête avance. Il aurait utilisé une arme de guerre. Colonel Sankoum Fati, comment comprendre la circulation de ces armes de ce type là-bas? C'est pas une première. Depuis 30 ans, etc. Il y avait des armes de guerre là-bas. Ça vient d'où? Des armes de guerre. C'est des Kalachnikov. Donc ça c'est pas une première. Bon, donc ça c'est une réalité. Depuis, et vous le savez en tant que gendarme. Oui, absolument. Donc on lutte contre ça. Bon, pas seulement dans ce coin, mais dans l'ensemble des frontières. Ça, c'est une politique, c'est une pratique permanente de lutte contre la circulation des armes légères. Alors, bon, moi, je voudrais revenir sur une idée que le professeur a soulevée quand il parlait de sémantique. Quand le marabout Paul dit je suis le calife, disons, de cet ensemble. Je crois que c'est important parce que et c'est pourquoi j'ai dit ça fait partie d'une des causes. Et il cherche à réaffirmer qu'en fait nous sommes les autres parce que vous êtes dans un espace qui est le nôtre, les autochtones. Voilà, et que c'est sur justement les valeurs fondamentales dont je parle, parce qu'entre musulmans on dit, tout le monde sait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si vous croyez à Dieu au jugement dernier, il faut bien accueillir vos autres. Donc dans les teral say gan. C'est une valeur fondamentale. Et je crois que cette idée doit être bien retenue et bien ancrée. Et deuxièmement, justement, ça fait partie des valeurs fondatrices de cette retrouvaille, comme je veux le dire. Donc c'est sur cette base que cette société s'est formée autour de Médina Gounass. Donc, il faut que cette culture qui a marqué justement le départ de tout soit, disons, perpétré par les intellectuels que vous avez bien dit. Moi, je pense que les intellectuels de cette contrée sont en tout cas inaudibles. On ne les sent pas, on les entend pas. On ne les sent pas impliqués, à part, bon, je vais d'abord, effectivement, il y a des travaux au niveau des mémoires là-dessus. Mais ouvertement, en tout cas, on ne les sent pas. Alors, donc, effectivement, il y a ce facteur, mais également
Et ça, bon, il faut travailler effectivement sur plusieurs générations parce que ça a duré. Donc, faire ancrer cette culture de base que je viens originale. Apparemment, c'est pas le cas parce que vous avez entendu le professeur dire que peut-être que ça se complique davantage. Mais justement, c'est là où il faut aller vers les solutions de départ. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on vient de dire. Disons, ce ciment de départ. Donc, savoir qu'effectivement, voici c'est des autres, et sur la base des valeurs, disons, religieuses et même culturelles, que les Pulaars et Gabunké se sont retrouvés. Et donc, qu'il y a un modus vivendi qui a été, disons, instauré au départ, et sur ça qu'il faut travailler. Avec quel levier? C'est justement cet aspect religieux que je viens de dire, mais également la démarche des autorités politiques administratives. Parce que il faut le dire, hein, c'est par des calculs électoralistes que tout ça laissé ce conflit. Ça s'est développé, oui. Électoraliste, à un certain moment, l'État même a mis comme administrateur au niveau du préfet, un préfet catholique. Etc., pour pouvoir justement atténuer la rivalité. Voilà. Donc, il faut aller dans ce sens. Et maintenant, vous avez parlé disons, d'armes de guerre, effectivement. Celui qui à l'issue de l'autopsie, on s'est rendu compte, effectivement, il a été tué par balle et une balle provenant, disons, comment lutter contre la circulation de ces armes dans cette zone-là? Ah oui, mais tout le monde sait, la drogue et les armes, c'est les zones, comme on dit, névralgiques, criminogènes, où avec la Guinée-Bissau, jusqu'à présent, les armes du temps de la guerre de PAIG sont toujours là-bas. Continuent à circuler. Voilà, donc la frontière étant poreuse. Bon, mais c'est pourquoi justement, dans la montée en puissance et dans, disons, la politique sécuritaire, c'est d'étendre de plus en plus ce maillage territorial avec les GACI, avec les unités d'intervention que sont... En tenant compte de la spécificité de la zone. Alors, ils sont essentiellement tout le temps sur le terrain et mobile, donc on continuerait à faire cette politique. Professeur Ngaïndé, vous l'avez identifié, c'est un conflit de type communautaire. Alors, quelle est l'approche qu'il faut utiliser? Il faut combiner les approches, apparemment, pour pouvoir cerner la crise et peut-être trouver des solutions. On voit que beaucoup s'offrent un médiateur au Sénégal. Bon, moi, en tant que chercheur, je ne trouve aucune solution. Je ne fais que rendre compte des bruits que j'entends et les pistes que je trace. Mais ce n'est pas aux chercheurs de trouver des solutions adéquates à une situation. Moi, ce que je conseille en tant que chercheur, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, au début, quand on envoie l'armée dans nos contrées, même chez nous, nous semblons toujours connaître notre histoire, mais en réalité, nous ne la connaissons pas dans le détail. Donc, il faut d'abord qu'on revienne à la transmission de cette histoire en comprenant exactement tout le processus qui a conduit jusqu'à une forme de pourrissement de la situation, qui est là en latence permanente. Il suffit d'une petite déflagration pour que tout s'emballe. Je crois qu'il faut, la première chose, c'est que j'ai dit, c'est un appel aux intellectuels de la région pour qu'ils prennent conscience, et je le dis d'ailleurs souvent dans mon département, que la région de Kolda mérite d'être étudiée profondément, puisque c'est elle qui recèle aujourd'hui des potentialités pour qu'on comprenne comment les gens s'intègrent entre eux. Tout à l'heure, il a dit so amegan denkoy teral. Donc ce qui signifie que les Halpulaars qui sont là-bas, c'est des étrangers. On ne peut pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas être dans leur territoire, le Sénégal, avec la réforme foncière, ils ne peuvent pas être étrangers, nous terrelens pour vous. Non, je ne peux pas dire ça dans ce sens. Par exemple, moi, je suis en Casamance, je viens ici, je suis votre hôte. C'est ça. C'est dans ce sens. On a compris. C'est dans ce sens.
Oui, c'est dans ça, j'ai dit au départ. Donc, c'est au départ, quand quelqu'un vient d'une autre contrée, ce n'est pas, il n'est pas en terra nullius. D'accord. Oui, donc, oui, c'est. mais Voilà. c'est-à-dire Mais maintenant, cet esprit qu'il faut balayer, en considérant que, au départ, bon, ils gagnent, mais ils sont intégrés intégrés par le mariage, intégrés par la religion, et juste pendant plusieurs décennies, ces deux communautés vivaient en harmonie sur ces valeurs. D'accord, très bien, poursuivez, professeur. C'est-à-dire que je n'accuse pas, hein. C'est-à-dire que c'est une réalité ambiante dans l'esprit populaire. Tout à fait. Que nous ne devons pas reprendre, nous, qui avons la prétention justement de réfléchir sur les solutions qui doivent être là pour nos communautés. C'est pourquoi je rejette l'idée de Terral Gan, puisque au moment où ils se sont rencontrés, c'était en 1936, il n'y avait pas le Sénégal, c'était encore la colonie. Avec l'indépendance, ils sont tous des citoyens sénégalais, et effectivement, il y a eu une migration trop forte depuis la vallée du fleuve Sénégal. Beaucoup de villages d'ailleurs entiers se sont déplacés. Et généralement, ce sont des pêcheurs, qui viennent avec la rareté du poisson dans le fleuve Sénégal, ils sont venus s'installer. Bref, je crois que pour solutionner ce problème, il faut que les gens prennent en compte l'ensemble des ressorts qui sont là-bas et la demande qui est forte chez les Gabunké. Il y a une demande forte de visibilité et de reconnaissance qu'il faut accepter. Pas jusqu'à créer deux têtes à l'intérieur du village, mais il faut qu'on trouve une solution pour que la revendication principale des Gabunké puisse être prise en charge. Parce que l'idée d'être désapproprié de quelque chose est toujours patente. Dire que je suis le khalife général du Fouladou signifie une revendication extrêmement importante pour moi et qu'on doit prendre en compte pour voir quelles sont les modalités qui peuvent nous permettre d'avoir... On ne peut pas avoir deux guides religieux dans une même ville religieuse. Ce serait une première quand même au Sénégal, puisque dans toutes les villes religieuses, nous avons une tranquillité qui est liée à l'aura des individus qui les dirigent. Donc, comment ne pas aller chercher les leçons de consolidation dans les autres familles? Justement, quel est le rôle de ces familles religieuses dans l'apport de solutions? C'est des cadres différents et d'histoire. Chacun 30 secondes, on va terminer. Non, c'est des cadres différents. J'ai dit, il faut aller prendre l'exemple. Je n'ai pas dit prendre l'ensemble de leur constitution. Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à tranquilliser leur ville alors que dans une autre ville religieuse, on n'arrive pas à cette tranquillité-là, alors que c'est l'islam qu'on met en avant. Si la religion musulmane nous convie à l'unité, comment se fait-il qu'à un moment donné de notre marche, cette religion reflue et nos sentiments d'appartenance et de singulier, de singulier apparaissent sur l'espace public jusqu'à dénaturer la trajectoire d'un État? C'est pas possible. D'accord. Oui, un petit mot et on termine. Voilà, je dis en fait, quand on dit il y a quelque chose, il y a une chose qui ne marche pas, pourtant qui marchait. La question qu'il faut se poser d'abord, pourquoi ça a marché et à un certain moment ça ne marche pas? Parce que dans la recherche des solutions, c'est pourquoi je dis il ne faut pas se voiler la face en renvoyant l'idée qu'à un certain moment, c'est des religieux d'une autre contrée qui sont allés dans une autre contrée. D'accord, très bien. Mais ça, c'est le phénomène normal de la migration, c'est le phénomène normal des populations. Moi, je suis d'origine... Donc il faut prendre en compte la dynamique démographique de Médina Gounass. Ça a marché parce que ce sont ces valeurs qu'il faut revenir de convivialité, de partage, parce qu'effectivement, tout le monde est sénégalais. Partout au Sénégal. Fini, oui. Et c'est ça qu'il faut travailler, à cultiver. Dire que, effectivement, deuxième chose, bon, il y a deux chefs religieux là-bas. C'est une spécificité à raison de cette histoire. Maintenant, il faut travailler à les traiter, à faire ce constat et l'accepter.
Très bien. Et justement, travailler dans ce sens, dans l'unité, disons, revenir à ces valeurs, mais tout en considérant qu'il y avait ces deux leaders. Et peut-être que dans plusieurs générations, on en reviendra mais il faut d'abord installer la confiance entre ces communautés. Merci beaucoup, colonel Sankoum Fati, colonel de gendarmerie à la retraite. Vous étiez un de nos invités. En face, c'est le professeur Abdourahmane Gaïndé, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est historien de formation. Il connaît bien le conflit, la crise à Médina Gounass. Il a produit beaucoup de choses, des articles. Il a fait aussi sa thèse, je pense, dans la zone. Alors, donc, au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique Hassan Diouf, nous vous saluons.